Bonjour et merci de participer à ce troisième webinaire de notre site. La thématique de ce webinaire, vers qui je me tourne quand je présente des troubles cognitifs et que je souhaite aller vers l'emploi. Ce webinaire donc, est le troisième d'une série. Nous avons imaginé ces webinaires courts dans l'idée de pouvoir faire connaître notre association, mais aussi de partager notre expérience, des constats et de ce webinaire-ci, de pouvoir être assez concret, de pouvoir parler de ressources mobilisables. Alors, les informations que l'on va vous donner ne seront bien évidemment pas exhaustives, elles sont le fruit de notre expérience. Il se peut que vous pensiez à d'autres choses ou qu'il y ait des objections aux dispositifs que l'on a pu proposer, etc. N'hésitez pas en tout cas s'il y a quoi que ce soit à revenir vers nous, notamment via notre adresse contact@fimeco.fr, pardon, euh, pour, euh, pour nous contacter et venir en échanger avec nous. Ce webinaire sera présenté par Sandrine Sunner, qui est conseillère professionnelle de proximité spécialiste, et je lui laisserai la parole tout à l'heure. Pour rappel très bref, FIMECO est donc une association toute récente qui a tout juste un an. Nous avons plus développé nos missions et notre positionnement sur les deux autres webinaires et vous pourrez les consulter si vous le souhaitez. Nous intervenons notamment sur le marché PAS-TCO13, donc les prestations d'appui spécifiques troubles cognitifs sur le département des Bouches-du-Rhône. C'est un marché qui est financé par la GFIP, le FIP, qui permet de venir en appui à des professionnels tels que le Cap Emploi, les missions locales, France Travail, ex-Pôle Emploi, ou des employeurs publics, dans l'accompagnement de stagiaires de la formation professionnelle ou de salariés, donc en appui sur l'évaluation du retentissement des troubles cognitifs et en tout cas, faire des préconisations, réfléchir à une compensation. Et nous avons deux objectifs au démarrage de l'association: favoriser les actions précoces, donc intervenir le plus tôt possible sur les parcours. C'est pour ça qu'on a engagé des travaux, notamment avec des missions locales, des MFR, pour pouvoir intervenir euh, au démarrage de la vie active le plus tôt possible, avant même le démarrage de la vie active auprès de personnes en situation de handicap cognitif. Et nous mettons en place aussi des actions pour sensibiliser, apporter des appuis techniques aux organismes de formation et aux employeurs. Notamment, on travaille avec un CFA, le CFA Fond-Long, où on va former des AESH, donc des aides humaines, pour qu'elles puissent s'adapter au mieux au public qu'elles suivent. Proposer des actions aussi accessibles en direct aux particuliers et aux familles. Alors pour le moment, on n'est pas en mesure de le faire parce que on veut rester dans une visée associative et pouvoir proposer des accompagnements qui sont en tout cas accessibles au plus grand nombre. Après une première année, la deuxième année de notre association va viser à rechercher des financements, des subventions pour pouvoir justement proposer aussi des accompagnements de qualité au public, aux particuliers, aux familles. Ça viendra, chaque chose en son temps. Les troubles cognitifs, un point très rapide, qu'est-ce que c'est? Donc, on parle des troubles de l'attention, de la mémoire, de la compréhension, du raisonnement, du langage, des activités numériques, du contrôle, de l'impulsivité, de l'organisation. Alors ça, c'est si on est très caricatural, mais en fait, les fonctions cognitives, ça va toucher aussi à beaucoup d'autres compétences et notamment par rapport aux situations de la vie quotidienne, aux activités de la vie quotidienne, donc tout ce qui va nous permettre d'apprendre, de nous souvenir, de repérer l'information, de comprendre, d'identifier ce qu'on attend de nous, de s'adapter, c'est-à-dire formuler une réponse à une situation, aussi de se socialiser, la cognition sociale qui permet effectivement de comprendre les intentions de l'autre, de s'adapter à l'autre, de communiquer.
Et enfin, tout ce qui va être la capacité à percevoir, à repérer les informations dans le quotidien, à pouvoir les comprendre pour y apporter une réponse. Je vais maintenant laisser la parole à Sandrine pour la suite de cette présentation. Bonjour, donc je me présente, Alors, on comme t'entend. disait Elodie, je suis... Ah, On t'entend, c'est bon. c'est bon. Voilà, donc je reprends ce que disait Elodie, je suis conseillère professionnelle de proximité spécialisée dans les troubles cognitifs, salariée de l'association FIMECO. Et aujourd'hui, donc, nous allons vous proposer sur ce webinaire nous allons partir en fait de constats et de situations pour présenter donc cette question d'aller vers l'emploi et d'aller vers un projet professionnel lorsqu'on a des troubles cognitifs. Donc au niveau, je vais vous présenter donc le déroulé. On a plusieurs, à partir de constats, on va se baser sur trois situations. La première, c'est je sors de formation initiale. La seconde, je sors de formation professionnelle. Et puis, pour la troisième situation, je suis sortie du parcours de formation depuis un moment. On détaillera un petit peu plus par la suite. Dans chacune des situations, l'idée, c'est d'évoquer des situations avec reconnaissance, pardon, MDPH, mais aussi sans. Le premier constat, donc, qui va concerner la formation initiale. Donc, la formation initiale, pour rappel, c'est quand on est sur un parcours scolaire classique. C'est la première formation, comme son nom l'indique, et ce sont des formations pardon, qui sont plutôt théoriques, où on n'a pas très peu de confrontation au milieu professionnel, seulement parfois quelques stages d'observation. On ne travaille pas vraiment les projets professionnels, situation de handicap ou pas d'ailleurs. Et pendant cette formation initiale, on ne peut pas bénéficier de dispositifs spécialistes qu'on verra un petit peu plus bas, comme la mission locale ou d'autres dispositifs d'accompagnement associés. Je reviens sur la petite phrase au-dessus, quand je disais on ne travaille pas les projets professionnels, handicap ou pas. Je prends l'exemple très rapide des lycéens qui peuvent donc bien évidemment solliciter les conseillers d'orientation psychologue et aller vers les centres d'information et d'orientation ou dans tous les cas de figure, handicap ou pas. Et en cas de situation de handicap, pour les lycéens, il y a une plateforme qui a été créée qui s'appelle l'APAFIP, mais on sait que le travail du projet professionnel n'est quand même pas totalement engagé à ce stade-là. À l'issue de cette formation initiale, il faut noter qu'il n'y a plus d'aide humaine mobilisable par la MDPH, donc tout ce qui va être appui d'une AESH. Et les personnes en situation de handicap au sortir de ces formations initiales vont souvent se retrouver face à eux-mêmes et s'ils ont été bien encadrés ou en tout cas un petit peu encadrés pendant cette période, ça risque d'être très difficile. Je vais prendre un exemple, hein, puisque du coup, dans le cadre des passes, nous observons pas mal de situations et des situations qui pourraient illustrer ces propos. J'en ai une en tête d'un monsieur qui était sorti d'une formation scolaire classique, qui a été jusqu'au bac et qui a ensuite tenté d'aller vers une formation universitaire. Le constat au sortir de ces étapes, c'est qu'il n'était pas prêt à aller vers l'emploi et qu'en plus, il n'a pas forcément concrétisé ce qu'il avait pu étudier lors de ses études et c'était très compliqué, d'autant que sa situation de handicap a majoré les difficultés. Les ressources mobilisables qu'on peut proposer du coup à l'issue de de cette étape, ça va être pour les plus jeunes les missions locales, sachant que les missions locales sont destinées à un public âgé de 16 à 25 ans révolus et ils proposent différents types d'accompagnement. Ces accompagnements, voilà, au sortir de la formation initiale, dès lors que c'est terminé, sont accessibles. Il va y avoir, je ne vais pas les détailler, différents types d'accompagnement vraiment individualisés et ciblés pour favoriser le travail du projet des jeunes.
On a aussi le dispositif CEJ, contrat engagement jeune, qui avant était connu comme c'était la garantie jeune, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ce dispositif-là, il fait partie, il est proposé par les missions locales, mais volontairement, nous ne l'avons pas associé aux missions locales puisqu'il est aussi proposé par France Travail, anciennement Pôle emploi. Ce dispositif, la particularité, c'est qu'il va y avoir un programme qui est établi avec le jeune. Sur la mission locale, on est toujours sur 16-25 ans. Au niveau du Pôle emploi, on démarre à 18 ans et on peut aller jusqu'à 30 ans avec une RQTH. Il y a, en plus du travail de projet, une allocation qui est versée. Le CEJ, c'est un contrat de 6 mois qui peut être renouvelé une fois. Et ces allocations qui sont versées peuvent permettre de payer des démarches, notamment des démarches de diagnostic. Euh, voilà, pour ce qui est du dispositif CEJ. On a aussi un autre dispositif un petit peu moins connu qui s'appelle l'AIJ, qui est proposé là exclusivement par France Travail. Et on est sur une population cible de 16 à 30 ans. Là, c'était un accompagnement qui a été créé dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Et l'idée, c'était d'aider au retour ou à l'accès à l'emploi, indépendamment d'une situation de handicap. Les deux cas de figure, enfin, en tout cas, peuvent être pris en compte. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus court, et il n'y a pas d'allocation sur ce dispositif-là. On a aussi une ressource qui est très, très intéressante, donc c'est le service civique. Le service civique, on est sur la base du volontariat. Ce n'est pas un contrat de travail, c'est une expérience qui est indemnisée. Les jeunes qui peuvent y prétendre, généralement, sont volontaires et peuvent, de manière autonome, aller vers le service civique. Bien souvent, quand même, on l'a vu, ils sont conseillés et orientés par la mission locale. C'est une expérience donc indemnisée sur un format horaire de 25 heures. Ce sont généralement des missions à effectuer auprès d'associations ou de collectivités, hein. Ce sont des mesures d'utilité sociale sur le thème, par exemple, de l'environnement, l'aide aux décennies. Et ces structures, d'ailleurs, se sont créées et se développent pour du travail en milieu, pardon, à destination excusez-moi, donc les EHPAD par exemple, puisqu'il y a un constat du faible attrait de ces professions pour les jeunes. Et l'idée, c'est de leur faire découvrir un environnement de travail et excusez-moi, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, Un on te voit message de toujours. connexion instable. Voilà, Oui, tout va bien. la Désolée. connexion n'est pas J'ai un terrible. petit message qui me... Oui, la connexion est un peu moyenne. Voilà, donc je reprends les services civiques. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vraiment un support intéressant pour permettre soit de travailler un projet, soit de découvrir un métier et de découvrir le monde du travail. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a une pertinence que l'on observe. Quand le travail donc, de projet n'est pas encore possible, hein, qu'on est plutôt encore résolu des problématiques d'ordre plus social. On a les MDA, donc maisons de l'adolescent, quand on retrouve des problématiques, par exemple, de santé psychique, des difficultés sociales et familiales. Et aussi l'ADAPT 13, qui est une association qui propose des actions de prévention dans le département avec le sport comme vecteur de socialisation et d'insertion sociale. Ça peut être des étapes de parcours préalables à un travail de projet. On a ensuite comme deuxième cas de figure, après la formation initiale, la formation professionnelle. Les constats que l'on en fait, c'est que cette formation professionnelle, elle permet en tout cas, dans certaines situations, les personnes ont eu une formation initiale, par exemple, puis ont été confrontées au milieu professionnel et s'orientent ensuite vers une formation. Donc l'idée, c'est que cette formation professionnelle, elle suppose que la personne a déjà eu une expérience. Si elle se forme sur ce volet-là, elle peut aussi avoir une expérience en parallèle, ou des stages, enfin en tout cas une confrontation au milieu professionnel. Il est possible sur ces formats de formation-là de mobiliser des aides et des prestataires. Par contre, il est difficile, contrairement à la formation initiale, d'obtenir des aides humaines
car les financements ne sont plus liés directement à la MDPH. Ça va être des financements liés à l'apprentissage, à la GFIP, au FIP, mais dans des conditions assez particulières et vraiment très individualisées. Donc c'est plus complexe. La question est de savoir si les personnes qui sortent de cette formation professionnelle sont employables directement. Donc, on a des situations où, comme il est noté ici, j'ai réussi mon diplôme et je ne souhaite pas faire ce métier. Il y a aussi d'autres situations où j'ai échoué à mon diplôme, hein, j'ai pas pu aller au bout, ou j'ai pu aller au bout, mais c'est un échec et je dois retravailler un nouveau projet. C'est vrai que parfois on a pu observer des cas, encore une fois, et l'illustration que je vais donner ici, c'est le cas d'une personne qui a été sur une formation tout d'abord initiale universitaire, puis qui s'est orienté par la suite sur un master en alternance, donc avec un contrat de travail. La personne avait sur le papier, si je puis dire ça comme ça, les apports théoriques et également l'expérience par le contrat qui a quand même duré 2 ans. Sauf que cette personne est sortie en 2019 de ce parcours de formation professionnelle et depuis, les expériences professionnelles ont été rares. Son CV, effectivement, séduisait les employeurs, mais au moment de l'entretien, pour des raisons liées au handicap, sans doute, probablement, les difficultés étaient marquées et parfois, quand il passait le cap de l'entretien, la mise en situation réelle et le démarrage sur le contrat se soldait par malheureusement une rupture de la période d'essai. Donc c'est vrai que malheureusement l'accompagnement au sortir de cette formation n'a peut-être pas été suffisamment adapté pour cette personne. Donc les ressources et les suggestions, enfin les ressources mobilisables et les suggestions ici, puisqu'on est dans un cadre un petit peu plus ouvert, avec ou sans RQTH toujours, et pour les jeunes de 16 à 25 ans, pardon, toujours la mission locale hein, qui peut être proposée. Également France Travail, anciennement Pôle Emploi. Et pour des personnes avec soit une RQTH ou une pension d'invalidité, l'appui conseil du Cap Emploi qui pourra apporter des ressources et une expertise sur la situation de handicap. On a aussi, pour compléter ces ressources, alors là, avec notification MDPH uniquement pour des personnes du coup en situation de handicap, l'accès aux ESRP, donc les établissements et services de réadaptation professionnelle, qui proposent des offres variées. On peut avoir des formations qui travaillent justement en amont du projet professionnel et qui permettent d'être dans des conditions adaptées pour justement travailler au mieux le projet, réaliser des immersions, des stages. Et il y a aussi des formations qui vont être professionnalisantes et qui vont permettre d'accéder à des métiers. On a par exemple des formations d'employés administratifs et d'accueil ou assistants informatiques, pour ne citer que celle-là, parce que l'offre, comme c'est noté ici, est très variée. On va avoir aussi, et là c'est pour tout public, handicap ou pas, les SIAE, donc structures d'insertion par l'activité économique. On retrouve parmi les SIAE les ateliers chantiers d'insertion, les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion et les GEC, groupements d'entreprises pour l'insertion et la qualification. Et tous ces outils, si on peut les appeler comme ça, permettent sur une courte période d'obtenir un contrat de travail et de redynamiser la personne, de lui faire découvrir le monde du travail, de lui donner des clés pour accéder ensuite à son véritable projet et de l'appuyer en parallèle pour travailler son projet. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais c'est vrai que c'est un levier que l'on peut activer et également dans la même idée et qui font partie aussi des SIAE, les ETTI, entreprises de travail temporaire d'insertion. À noter que des ETTI spécialisés sur le handicap se développent de plus en plus et proposent des missions adaptées. Il est important de noter que dans ces cas, dans le cas pardon, de la mobilisation de ces structures, hein, ce sont les prescripteurs tels que Mission Locale, justement France Travail et Cap Emploi, qui peuvent orienter les personnes. On peut, en tout cas les PASS peuvent se mobiliser en parallèle et travailler sur l'appui au projet en fonction de la situation de handicap et des retentissements
professionnel. On a aussi le volet création d'entreprise et là-dessus, différents que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent sont présents et certains œuvrent aussi sur la thématique du handicap. Le troisième cas de figure, je suis sortie du parcours de formation depuis un moment, décrochage, parcours chaotique, pardon. Là, on va avoir des personnes qui auront été parfois abîmées par leur parcours antérieur, manque d'estime, anxiété, trauma professionnel ou personnel, parfois générés par des situations sociales ou des situations de handicap qui ont pu rendre la scolarité des personnes difficiles, des orientations parfois inadaptées. Ces personnes ont souvent des difficultés à penser un projet car elles sont sur ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je ne sais faire que ça, je ne sais rien faire. Ce sont parfois, souvent, des personnes pour qui on n'avait pas identifié les troubles cognitifs et leur retentissement. Elles sont allées vers des métiers par défaut, des métiers parfois manuels, stéréotypés, et un jour elles doivent tout déconstruire et reconstruire à la lumière des troubles cognitifs. À l'inverse, on peut aussi avoir des personnes qui étaient allées vers des métiers qualifiés et qui, en raison de leurs troubles cognitifs, doivent envisager des métiers très différents et revoir parfois même des niveaux d'exigence salariale, de position sociale, etc. On remarque souvent que ces personnes ont l'impression, en tout cas c'est ce qu'elles déclarent, de régresser et de devoir tout reprendre à zéro. Donc là, moi, j'avais une situation assez rapidement aussi d'une personne pour qui le diagnostic a été tardif, pour qui la prise en charge au niveau de la scolarité ne se serait pas faite dans les bonnes conditions et l'accueil de ses pairs n'a pas été toujours bienveillant. L'orientation a été assez vite faite, bouclée vers un métier manuel par défaut qui ne correspondait pas. Et cette personne, au sortir de tout ça, bah, s'est dit finalement là, je n'ai rien, je n'ai pas de projet, je ne sais pas quoi faire. On reprend sur les ressources mobilisables les mêmes acteurs, mission locale, toujours pareil, public jeune 16-25 ans, France Travail, anciennement Pôle emploi, Cap emploi pour l'appui conseil expert, avec notification MDPH à nouveau les ESRP, donc établissements de services et de réadaptation professionnelle, pardon, avec ou sans RQTH. On a aussi un outil qu'on mobilise peut-être pas si souvent, mais ça peut arriver, en tout cas c'est suggéré. L'école de la deuxième chance, E2C. Il y a 3 sites dans les Bouches-du-Rhône, hein, 2 sur Marseille, 15e et 9e et Miramas. Ils proposent un parcours de formation et d'accompagnement individualisé pour des jeunes sans qualification ou titulaires d'un CAP, BEP, bac ou équivalent. Là encore, les SIAE que l'on a vu plus haut, les ETTI et toujours à noter hein, que dans tous ces cas, sauf pour le SRP, mais en tout cas dans les cas École de la deuxième chance, SIAE, les passes sont mobilisables en parallèle ainsi que d'autres actions en tant que qu'outils et leviers. Et ces actions-là sont assez nombreuses aussi. On va les détailler ici. Donc, avec RQTH, AEEH ou pension d'invalidité, les dispositifs PASS, marché des passes, prestations d'appui spécifiques. On a aussi le dispositif emploi accompagné et Inclus Pro, qui est une. Donc là, on est Inclus Pro, un financement de la GFIP comme les passes, et le DEA, ce sera un financement de l'ARS. Inclus Pro, la différence, c'est qu'on est sur du travail de projet en groupe avec notification MDPH, les ESRP à nouveau, les SAMSA, services d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap, qui encadrent et accompagnent de manière très en proximité les personnes en situation de handicap, les SAVS, services d'accompagnement à la vie sociale, Connect 13 et TSA Défi Pro pour situation de handicap précise, hein, qui est l'autisme, et pour des jeunes également jusqu'à 25 ans révolus. Pour conclure, on a un schéma ici qui nous présente un parcours stéréotypé, dit normal. On va sans trop de difficultés d'un point A à un point B. Le parcours pour les personnes en situation de handicap et en cognitif
il se fait, mais il est toujours plus long et sinueux, et les étapes sont nécessaires. Elles ne sont pas nécessairement des ruptures de parcours ou des régressions, mais cela demande plus de temps puisqu'on est obligé de passer par ces étapes pour avancer. Donc, pour rappel, voilà les petits schémas qui reprennent ce que je disais à l'instant et qu'on visualise bien la différence. On va bien toujours du point A au point B, sauf que là, on va dire que le chemin est un petit peu plus sinueux et donc de fait plus long. L'importance vraiment à retenir, c'est d'expérimenter en in situ, hein, en vie réelle, parce que les tests, les échelles et les questionnaires ne mettent pas tout en évidence. Et les aspects écologiques, situationnels sont indispensables, notamment par le biais des stages et des immersions. Merci Merci. Sandrine, merci pour votre écoute. Je vous prie d'excuser la connexion Internet qui était pas bonne. On n'a pas eu de chance. On va terminer ce webinaire en vous présentant les thématiques des prochains webinaires, mini-webinaires. Le 20 février, on abordera la thématique Penser un projet professionnel avec des troubles cognitifs. Donc le but ce sera donner des clés pour aider à réfléchir un projet professionnel avec une situation de handicap cognitif. Ça sera très certainement animé par des CPPS, Nathalie Mélis et Noura Sharif. Le 19 mars, troubles cognitifs et parcours de reconversion, où là, on va creuser un petit peu la troisième configuration, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on doit repartir vers l'emploi après une rupture de parcours. Normalement, ce sera animé par deux neuropsychologues, Laurie Prévota et Canel Kussler. Et le 16 avril, comment parler de ma situation de handicap dans le cadre d'une recherche de stage ou d'emploi. Donc là, on va être plutôt sur des techniques, sur ce qu'on appelle les TRE, les techniques de recherche d'emploi, comment je parle de ma situation, comment je me valorise tout en évoquant quand même mes besoins et ma situation de handicap. Merci beaucoup pour votre écoute et nous allons mettre en ligne le webinaire. Alors, on va voir s'il est d'assez bonne qualité pour le mettre en ligne, sinon il faudra le réenregistrer. Et on va très certainement aussi faire comme lors du dernier webinaire, éditer une fiche récapitulative avec tous les contacts et les dispositifs que nous avons évoqués. Nous vous l'enverrons par mail. Merci beaucoup et bonne fin de journée.